Semaine, après l'inoubliable table ronde sur Rossellini, nous avons gardé dans le studio, le même studio, Adriano Apra, grand rossellinien, mais également critique de cinéma, organisateur de festival, celui de Salso Maggiore, excellent festival du nord de l'Italie. Et il m'est venu comme ça l'idée très, très logique, puisqu'il était là, de faire le point sur le cinéma italien. On ne fait jamais un microfilm de thème thématique comme ça, parce que c'est un côté scolaire et un peu pesant. Mais enfin, je pense que sur le cinéma italien, et même sur l'Italie en général, on commence à avoir en France besoin d'un peu d'éclaircissement. Disons que, pour aller vite, le plus grand cinéma du monde, de très très loin après la guerre, certainement, je pense même, la seule hypothèse de cinéma au sens le plus profond du terme qui ait eu à part l'américaine. Quand on voit un film aujourd'hui, de par le monde, c'est très rare qu'il appartienne pas soit à la filiation hollywoodienne, soit à la filiation néoréaliste, disons, même complètement dégradée. Ça a été vu, perçu, étudié, analysé. Le cinéma italien a vécu, je ne sais pas à quel moment ça a commencé à s'essouffler, au moins 15 ans, je dirais, jusqu'à la Dolce Vita, quelque chose d'assez exceptionnel. Il y a eu une nouvelle vague en Italie, Bertolucci, Bellocchio, etc., qui a secoué un peu les choses, qui a produit des grandes œuvres aussi. On s'était donc habitué, en France, à ce que le cinéma italien soit toujours très bon, et évidemment, par un jeu de miroir bien connu entre les deux pays, possède ce que la France n'aurait jamais. Alors, en gros, l'Italie possédait des comédiens extraordinaires, une culture populaire intacte, un bagou phénoménal, et l'art de faire des comédies à l'italienne, tout à fait inimitable. En fait, à l'époque où ça avait encore lieu, cette rhétorique-là, il ne fallait pas de grand clair pour voir que les Comencini, Risi, etc. commençaient à être vieux, que la relève ne se ferait pas automatiquement. Et quelques années plus tard, comme pour confirmer cette crainte, il y a eu d'abord la mort de beaucoup de cinéastes italiens et plutôt avant terme, Rossellini, Pasolini surtout, le retrait relatif de certains autres, Antonioni, Visconti meurt, donc les géants disparaissent, les bons artisans vieillissent, les jeunes loups des nouvelles vagues font des carrières un peu erratiques et inégales, et puis après on ne voit plus rien venir. Et quelque temps après, on apprend que, dans un acte absolument violent, la télévision italienne, archi-privatisée, a multiplié les chaînes, qu'on passe des films par milliers tous les soirs, et l'image du cinéma italien en France devient aussi négative qu'elle avait été pendant très longtemps positive. C'est-à-dire, c'est un désastre total. Il n'y a plus de cinéma, tout disparaît, c'est un génocide, la télévision, c'est l'horreur, c'est le libéralisme fou, c'est Berlusconi, des gens comme ça. Bon. Et à part donc l'exception, alors que Adriano aime moins que moi, de Nanni Moretti, que moi je considère comme un cinéaste important, on ne voit plus venir sur les écrans français beaucoup de films italiens, et on ne sait plus du tout si ça se renouvelle en catimini, s'il y a de l'énergie qui se recompose, s'il y a d'autres possibilités dans le cinéma italien, ou si réellement les Italiens, qui sont quand même des gens très, très rapides, quand ils changent d'avis, ils le font très vite, et ils sont déjà ailleurs, alors qu'en France, on aurait tendance à être un peu crispé, morose, mélancolique et muséographique. Est-ce qu'ils ne sont pas complètement ailleurs, et que, bon, l'Italie ne produit pas beaucoup d'images intéressantes en ce moment, mais dans quelques années, on verra ce qu'on verra. Alors, Adriano, je prends on peut revenir sur tous ces points, mais pour prendre quelque chose d'assez concret et qui en dit long sur l'état actuel du pays, tu me disais que dans les luttes pour les standards de télévision de haute définition, l'Italie était très très à la pointe de cette lutte, car c'est une lutte mondiale pour savoir qui va l'emporter. Il y a l'hypothèse européenne, il y a l'hypothèse japonaise, et qu'ils allaient faire une alliance avec les Japonais. En tout cas, ils en avaient envie. Ce à quoi j'ai dit pendant le repas, c'est l'axe qui recommence. Bon, c'est un gag, mais est-ce que c'est ça qui se passe? C'est-à-dire ce décalage entre des grandes manœuvres industrielles, et puis on laisse un peu mourir quelque chose qui, il y a encore 20 ans, 30 ans, était absolument extraordinaire. Est-ce que c'est ça qui se passe? C'est difficile de donner des réponses précises parce que l'Italie, c'est un pays étrange, tout le monde le dit. Le cas italien, évidemment, il est aussi pour nous. Parce que je pourrais dire, tu étais en train de parler, je pensais au fait que l'Italie ressemble au Japon dans quelque chose, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire peut-être dans la forme du pays.
tout simplement, et qui donne... c'est-à-dire, le Japon est connu pour être un pays qui importe de la culture et qui peut changer très rapidement. Il peut, tout d'un coup, justement s'industrialiser, comme il a fait à la fin du siècle dernier, ou alors se démocratiser, comme il a fait à la fin de la guerre, ou alors s'électroniser, comme il est en train de faire maintenant. L'Italie, évidemment, n'est pas un pays sans culture. Il a une tradition énorme, mais il est très capable d'oublier. Là, pourquoi il a envie d'oublier sa tradition artistique, par exemple, dans la Renaissance, ou alors, pour être dans le cinéma, sa tradition de grand cinéma. Pourquoi on a l'impression que les jeunes cinéastes italiens sont des cinéastes, entre guillemets, de tiers-monde, c'est-à-dire qui n'ont pas de tradition aux épaules, qui oublient. C'est l'éternel problème du père et du fils, parce que le fils doit aller contre son père, mais en même temps, justement, il n'y a pas une lutte contre. Il y a comme si on recommence du début. Et ce qui était vrai aussi dans l'après-guerre. On avait l'impression d'avoir oublié tout ce qu'on avait fait avant, et on vient de découvrir ce qu'on a fait en Italie dans le cinéma dans les années 30, qui est beaucoup plus passionnant de ce qu'on peut penser. Mais effectivement, il y a eu un changement très rapide. Et tellement rapide qu'on se demandait si le Parti communiste, qui était alors à la relève de la culture, n'était pas l'héritier, enfin je dis une chose entre double, triple guillemets, la relève du fascisme, s'il y avait beaucoup de choses en commun. Mais c'est un argument un peu trop dangereux pour le moment. Mais ceci dit, la grande capacité qu'avait le cinéma italien d'être près de la réalité, disons, qui est le nœud du cinéma néoréaliste. La capacité d'être agressif, d'être fort, d'avoir une force qui se voit soit dans les films néoréalistes, soit dans les comédies italiennes des années 60, soit dans les films politiques à la Rosi ou à la Petri, une certaine force de communication immédiate. Tout ça s'est perdu. Et d'autre part, par rapport à ce que tu disais, les grandes traditions, je dois dire qu'au moins moi et des gens comme moi ont vu, au contraire, la France comme le seul pays qui avait un projet de cinéma comparable à celui des États-Unis. Et disons alors que le troisième point, c'est la nouvelle vague, c'est-à-dire un renouvellement du langage cinématographique, ce qui n'est pas du tout le cas du cinéma italien, qui n'a jamais réfléchi beaucoup sur les problèmes de langage. Le néoréalisme, c'était avant tout des contenus. Bon, ça passe aussi à travers le langage, mais le but du néoréalisme, c'était de parler de certaines choses. Tandis que le but de la nouvelle vague, c'était plutôt de parler de choses anciennes dans une manière nouvelle, si on veut dire comme ça. Et alors, le cinéma italien n'a pas eu de nouvelle vague, vraiment. C'est-à-dire qu'au moment où la nouvelle vague explodait, au début des années 60, l'Italie a connu une autre chose, qui était l'explosion du cinéma industriel, très bien fait. C'est-à-dire que les Fellini, les Antonioni, et les Rosi et les Zurlini et les cinéastes du début des années 60, ils ont eu l'appui de l'industrie, ce qui est fantastique. C'est-à-dire qu'ils ont fait des films qui marchaient en même temps avec le public et qui posaient aussi des renouvellements de la façon dont ils voyaient la société. Pour Antonioni, on ne parlait pas tellement de problèmes de cadrage, de problèmes de langage qu'il se posait. C'est un des rares cinéastes italiens qui s'est posé vraiment de problèmes de langage, mais du problème de l'aliénation. C'est un problème de contenu. Un problème, il était à l'heure sur des problèmes que les gens se posaient. Rossellini était à l'avance, il avait déjà posé ça. Alors. Mais ça, c'est autre chose. Il n'y a pas eu une nouvelle vague du langage, vraiment. Avec des exceptions, naturellement. Parce que quand même, dans les années 60, mais des années après la nouvelle vague, et à cette époque-là, les années comptaient quelque chose. Il y a eu un cinéaste comme Pasolini qui, évidemment, a très réfléchi sur les problèmes de langage. Il y a eu des cinéastes qui maintenant sont oubliés, mais qui font partie de ce type de cinéaste qui hypothisait un type de cinéma qui était contre l'industrie, ou enfin qui était séparé de l'industrie à ce moment-là, comme Vittorio De Seta qui posait le problème rare en Italie du documentaire de fiction, disons. J'ai dit Pasolini, je peux dire les débuts de Bertolucci et Bellocchio, qui étaient des films qui étaient faits sans l'appui de l'industrie, qui étaient des films nouvelle vague, dans le sens productif du terme,
Ils s'inventaient le mode de production, ce qui en Italie était rare, le fait de s'inventer le mode de production. Mais tout de suite, c'était un moment. Et après, soit l'un que l'autre, on fait quand même des films avec des vrais producteurs qui travaillaient d'une façon traditionnelle, avec un planning traditionnel, et ils ont fait un cinéma que j'aime, surtout celui de Bertolucci, mais qui finalement rentre dans un système assez classique de cinéma. Un type comme Dessé, il a carrément été rejeté par l'industrie, il ne travaille plus, il ne fait plus de cinéma. Il avait un talent particulier. Il y a peut-être d'autres cas de, disons, nouvelle vague italienne dans le sens de réflexion sur le langage et sur le mode de production différent et que j'oublie maintenant. Mais effectivement, après ça, on peut dater ça de l'année 65, 66, 67, il y a eu un certain silence. Et je me demande pourquoi on a eu cette envie d'oublier tout ce qui s'était fait. Et je n'ai pas de réponse, franchement. J'ai des morceaux de réponse. Je me dis, les gens de talent se sont occupés de politique, par exemple, en 68. Les gens qui avaient du talent. Ou alors, ils sont devenus terroristes. Parce que Rossellini, qu'est-ce que c'était sinon un terroriste du cinéma? Alors, simplement, ils n'ont pas pris la caméra, ils ont pris le fusil. Le fusil, tout simplement, réellement. Ou alors ils sont devenus, ils ont mis leur talent dans d'autres lieux. Et je parle d'un talent qui apparaît, d'un talent qui se voit, d'un talent qui est reconnu en Italie, à l'étranger. Parce que l'autre problème, c'est que peut-être ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas de talent dans le cinéma italien. Seulement, ce qui est sans doute vrai, c'est que ce talent ne se voit pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Alors, je crois qu'il y a plusieurs problèmes auxquels on doit penser. D'une part, le cinéma italien, justement parce qu'il n'a pas eu la nouvelle vague, comme dans beaucoup de pays dans le monde, c'est au début des années 60. Mais il a eu au contraire un cinéma industriel qui se renouvelait. Il a misé sur les vieux plutôt que sur les jeunes. Et donc, étant donné que ces vieux étaient très bien, il a continué sur le vieux jusqu'à ce qu'il ne meure. Et il n'a pas, comme l'industrie qui ne renouvelle pas ses cadres, au moment où les gens mouraient, il n'y avait pas de relève, tout simplement. En plus, le système qui avait été mis par ces cinéastes, disons, traditionnels, je pense à Visconti, je pense, dans un sens, même à Rossellini, on peut dire, même à Pasolini, qui était un type quand même qui faisait des films qui coûtaient beaucoup d'argent et qui faisait des films avec des vrais producteurs. Enfin, tous ces gens-là sont morts. Pietro Germi, qui faisait des comédies, il est mort. Ils ont donné comme héritage aux jeunes un cinéma classique et traditionnel. Pour les jeunes, peut-être ce père-là était trop fort pour pouvoir être combattu. La France a eu une nouvelle vague parce que ses pères, enfin les pères qu'on combattait, n'étaient pas tellement forts. Quand Truffaut a écrit en 1965 son fameux article, finalement c'était une bataille vaincue d'abord parce que c'était trop facile de se mettre contre ces types-là. Tandis que pour l'Italie, se mettre contre Visconti ou De Sica, ou, pour ne parler pas de Rossellini, qui était quand même le Renoir de notre jeune cinéma, qui était un peu... Mais c'était peut-être plus difficile. En plus, le système industriel, étant donné qu'il était sain, il était bâti... L'Italie, c'est le dernier pays européen qui a eu la crise du cinéma due à la télévision. Ce qui explique aussi pourquoi il y a eu ce énorme changement en Italie sur la télévision. Parce que l'Italie n'était pas préparée. Elle a cru qu'elle pouvait miser sur les salles de cinéma parce qu'elles étaient pleines quand, en France, en Angleterre, en Allemagne, elles commençaient à se vider. Et donc, elle a eu cette illusion-là, parce que là, c'est le problème de la production italienne qui n'a été jamais une vraie industrie, dans le bien et dans le mal. Parce qu'il y a aussi du bien au fait qu'elle était un peu artisanale, finalement, dans sa façon. Mais disons que les producteurs italiens faisaient un film pour gagner, pour en faire un autre. Et pas comme le système américain, pour un système de production. Rarement on a bâti un système de production. Et donc, au moment
où la crise est arrivée, ils n'étaient pas prêts. Et donc, là, on a pu faire n'importe quoi du cinéma italien, comme on l'a fait et on continue à le faire. À l'utiliser, je vois l'Italie comme le pays qu'on a utilisé pour faire des expériments pour ce qui était en train de se passer. Et je dis aussi que l'Italie, c'est le pays qui, au contraire du Japon et de l'Allemagne, est encore en train de payer ses dettes de guerre. C'est-à-dire que les États-Unis ont acheté, en échange de la paix, l'Italie en 1945, et nous continuons à payer, mais pas en sens métaphorique, en sens réel. Le fait qu'on demande à Douglas Trumbull, qui est le type qui a fait les effets spéciaux pour George Lucas et avant pour Stanley Kubrick, de venir en Italie pour développer son invention d'un nouvel système de projection en Italie, ou qu'on appelle Coppola parce qu'il enseigne aux techniciens italiens comment on peut faire des films qui coûtent des milliards. Nous, qu'on était les gens capables de faire des films qui coûtaient peu de lire, quand même si c'était un système industriel, c'est quand même un paradoxe. Si on ajoute à ça que le cinéma américain, soit avant dans les salles, soit maintenant à la télé, envahi et qu'il n'y a aucune loi comme en France qui protège, disons, l'envahissement et qu'on paye tout ça, surtout après la lutte entre la RAI, la télévision publique, et Berlusconi, la télévision privée, qu'on paye des sommes énormes pour des passages à la télévision et qu'on donne tout cet argent italien à des étrangers, les Américains, ben, je dis, la métaphore, ce n'est pas une métaphore, on continue à payer le dette de guerre. Parce que la raison, c'est laquelle? Pourquoi on doit payer des choses aux Américains? Sinon parce qu'ils nous ont aidés à chasser les Allemands. Nous, quand on les avait invités, les Allemands, on avait eu un lien. Maintenant, l'histoire avec le Japon, c'est effectivement très impressionnant parce qu'on est en train de prendre un système de haute définition très coûteux qui comporte le changement de tous les postes de télévision. C'est ça la bataille. Tandis que le système européen qui n'est pas assez développé comme le système japonais qui est prêt, est compatible avec les postes qui existent et donc qui comporte un investissement économique moins fort ou un passage plus délicat entre le passé et le futur. Les Italiens ont choisi le système de haute définition japonais. Une chose que je parle un peu en désordre, mais la situation est désordonnée et donc c'est difficile. Mais je pense que peut-être il y a aussi ce problème du réalisme et du néoréalisme, de la tradition néoréaliste. Les Italiens ont toujours beaucoup aimé le cinéma qui ressemble à la vie. Alors, est-ce que le fait d'acheter Douglas Trumbull, le système de projection à 60 images par seconde, d'une part, d'autre part, d'acheter le système de haute définition japonais qui est beaucoup plus vraisemblable, nous ont dit, du système européen, idéologiquement ne fait pas partie de cette envie du plus vrai que le vrai qui a fait le succès du cinéma néoréaliste à l'époque. Enfin, le fait que ces moyens de communication ont à voir avec l'imitation du réel. Et alors on peut se demander, et finalement c'est les Italiens qui ont inventé la perspective à l'époque, qui était le premier système de haute définition, disons, dans la peinture. Et peut-être c'est une tradition que évidemment les bureaucrates, je ne pense pas qu'ils parlent dans ce terme, mais finalement l'idée de faire du cinéma réaliste est quelque chose qui touche les gens beaucoup plus en Italie que l'idée de faire, par exemple, un musical ou un film d'horreur ou un film... enfin, disons un film où la fiction ne soit pas liée tellement au vraisemblable. Dans le sens traditionnel, je veux dire, qui fait le fait de réel. Ceci explique aussi une autre chose, que le cinéma italien, dans son ensemble, avec évidemment certaines exceptions, soit un cinéma qui est tellement lié à la fiction vraisemblable. Le cinéma italien, au contraire de la nouvelle vague, des nouvelles vagues dans le monde, même aujourd'hui, que je vois beaucoup parce que je fais un festival et donc je suis forcé de voir les films qui proviennent de tout le monde. Et une chose qui me frappe, c'est que la fiction traditionnelle, disons, la narration logique des faits, n'est pas très répandue dans le monde, dans son ensemble. Il y a beaucoup de films où la fiction est retravaillée, disons, d'une façon ou d'une autre.
où finalement il n'y a plus de continuité logique. Tandis que le système italien est très lié encore au roman du 19e siècle, à la fiction logique. Ce que les producteurs demandent aux jeunes aujourd'hui, c'est le grand problème qu'il y a dans ces années, parce que finalement, disons, cette crise de talent se fait que le cinéma italien n'arrivait pas à se manifester, qu'on produisait beaucoup de films de jeunes, mais que ces films de jeunes, ou bien ils ne sortaient pas, ou ils sortaient d'une façon tellement ridicule que ça ne correspondait à rien. Qu'est-ce qu'ils demandent aujourd'hui? Ils demandent la chose la plus vieille du monde, un bon scénario écrit de façon claire, avec une logique de narration. Enfin, celui qu'on appelait, je ne sais pas si en France on appelait comme ça, le scénario de fer. Nous, on dit scénario de béton. Scénario de béton, où tout est là. Et on recherche, on dit, tout le monde dit, ce qui manque dans le cinéma italien, ce sont les scénaristes. On n'a pas plus, ça suffit avec ces jeunes gens qui prétendent être des auteurs, ils ont besoin de scénaristes et peut-être d'acteurs. Parce que là aussi, il y a un problème sur les acteurs jeunes. Je vois bien le problème. Seulement, je me dis, ils sont en train de demander aujourd'hui à des jeunes quelque chose qui existait il y a 30 ans. De refaire ce on a fait il y a 30 ans. C'est pour ça que, comme je t'avais dit, j'étais un peu contre le grand succès qu'il y a eu beaucoup plus en Italie qu'en France de Nanni Moretti. Parce que finalement, Nanni Moretti me semble un type qui continue avec... il a fait un film très bien, un des meilleurs films du cinéma italien récent, qui est La Messa è finita. Mais finalement, je ne trouve pas vraiment qu'il change beaucoup par rapport à une tradition de vraisemblable. Il est un peu l'héritier de la comédie italienne, qu'il renie personnellement. Mais finalement, c'est dans cette ligne que je le vois se situer. Et ce n'est pas un cas qu'il est acteur dans ses films, finalement, c'est la tradition d'Alberto Sordi, qui sont aussi des metteurs en scène, un cinéma bâti sur l'acteur. Et dans ce sens, étant donné que l'acteur joue sur le plan du vraisemblable, sur le fait qu'il peut être reconnu, qu'il fait des gestes qui sont mis par le spectateur, pas en rapport avec des choses qu'il voit dans la vie, que je le trouve un peu dangereux de le prendre comme modèle. Se dire, c'est ça qu'on devrait faire. Il y a un cas très récent d'une jeune fille intelligente, sans doute, qui a du talent, sans doute, qui s'appelle Francesca Archibugi, dont le film Mignone è partita a eu un grand succès en Italie. Grand succès, c'est toujours très relatif. Hein. C'est des films qui ne coûtent pas beaucoup, et donc le seul fait qu'ils gagnent, ça veut dire un grand succès dans les salles. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle répète même pas le modèle de la comédie italienne des années 60. C'est la comédie italienne des années 50. Des films que vous n'avez sans doute pas vus, de réalisme minutieux, de petits détails vrais, et simplement, les gens sont tellement choqués du fait qu'un jeune est capable de diriger des acteurs qui, là aussi, souvent ne sont pas des professionnels parce qu'ils sont des enfants, qu'il est capable de rendre la vie quotidienne dans ces petits détails. C'est déjà tellement qu'ils se disent, voilà le modèle. En plus, il est agréable, les gens rient de cœur, il ne pose pas de problème du tout. C'est un cinéma escapiste et qui ont en plus la vision qu'elle a des jeunes, une vision digne des années 50, franchement. Alors, j'aime le film, mais en même temps, si ce film devient un modèle, si ce serait un film maudit, je dirais, écoutez, vous devez découvrir un petit joyau qu'il y a en Italie. Mais au moment où le film a du succès et devient un modèle, il est posé, c'est le metteur en scène jeune dont on parle aujourd'hui en Italie, je me dis, écoutez, ça c'est vraiment du cinéma réactionnaire. Donc les problèmes se mélangent beaucoup, et il y a en même temps une autre tendance très curieuse en Italie, qui est peut-être l'histoire parallèle qu'on devrait écrire un jour, et dont l'axe portant c'est toujours le même, Rossellini, qui était l'outsider du cinéma italien. C'est-à-dire un cinéma qui ne cherche pas forcément à être réaliste, parce que le problème, l'équivoque avec Rossellini, c'est qu'on l'a classé comme réaliste. Et c'est un équivoque, tandis que Rossellini a employé le réalisme comme un style, parmi d'autres styles possibles, un moyen de communication. Il a inventé le néo-réalisme parce qu'il avait besoin d'un certain moyen de communication. Quand il a eu besoin d'autres moyens de communication, au niveau du style, il a changé de style, tout simplement, pour arriver à l'antiréalisme de ces films de télévision.
Et donc cette histoire parallèle du cinéma italien, elle est très compliquée à percevoir parce qu'elle croise évidemment tout le cinéma qu'on connaît, mais en même temps, on peut retrouver des choses qui n'existent pas. Je me rappelle, à la fin des années 60, il y avait un mouvement underground italien que personne ne connaît en dehors de peu de gens, qui était le seul mouvement underground dans le monde, que je sache, enfin j'étais un connoisseur du cinéma expérimental underground, qui n'était pas une imitation du cinéma américain. Tout simplement parce que ces gens-là ne connaissaient pas le cinéma américain. Et qu'ils étaient, si tu as le problème de la culture populaire, on pourrait dire que beaucoup de ces gens-là venaient de la culture populaire du Super 8 familial. Et que donc c'est là qu'ils ont pris l'idée de faire des films qui n'avaient pas nécessairement une logique, enfin, qui travaillaient sur la pellicule comme des artisans, et qui, en même temps, n'avaient aucune ni capacité ni envie de se faire connaître. Ils n'étaient pas des artistes, là aussi. Ils étaient des gens qui aimaient faire des films pour le faire voir à leurs amis. Ce qui était un peu ridicule peut-être, mais si on y pense, c'est peut-être, il y avait une théorie peut-être qu'aujourd'hui on pourrait y repenser. Donc à cette époque-là, il y avait ça. Aujourd'hui, il y a un peu la vidéo qu'on emploie un peu comme substitut du 8 mm ou du 16 mm plutôt que comme moyen électronique. Et ce n'est pas qu'on fasse des choses extraordinaires, mais le fait qu'il y a tellement de gens qui font quand même des choses en économie. Et là, parmi les milliers de gens qui font ce type de choses, moi je pense qu'il y a du talent qui est submergé. Le festival que je dirige, qui commence dans ces jours-ci, propose un ensemble de 16 petites œuvres en vidéo de jeunes gens où je trouve que quand même il y a une image différente du cinéma italien. Je crois qu'il y a du talent là-dedans et je crois qu'en même temps, ce talent se manifeste dans des endroits assez différents de ce qu'on peut imaginer. Si on veut faire une espèce de cadre, comme ça, une guide pour le cinéma italien, je dirais qu'il y a d'une part des bons cinéastes dans une ligne traditionnelle. Ces bons cinéastes sont certains dans la ligne de Nanni Moretti, dont sans doute le type dont il a produit il y a deux types dont il a produit les films. Moi, je ne les aime ni l'un ni l'autre, à vrai dire. Parce que finalement, c'est moins bien que Moretti, et donc, qui sont Daniele Lucchetti et Carlo Mazzacurati, dont Carlo Mazzacurati, je crois que son film est sorti en France, et qui sont, disons, bien faits. Il y a 10 ans, c'était un insulte de dire à un film que c'était bien fait, parce que justement, c'était ce dont on n'avait pas envie. Mais maintenant, en manque d'autres choses, pourquoi pas? Et d'autre part, Francesca Archibugi, qui, même si elle n'est pas directement liée à Nanni Moretti, je la vois dans la même ligne. Puis il y a des outsiders dans le cinéma classique qui sont, par exemple, Troisi, qui fait des comédies, il est un acteur lui-même, c'est un peu l'autre Nanni Moretti. Je ne sais pas si c'est plus intéressant ou moins. Nanni Moretti, il travaille beaucoup plus le style. Avec le temps, il a appris à faire du cinéma. Tandis que Troisi, il n'est pas tellement intéressé à comment les films sont tournés. Mais lui, comme personnage, il est assez intéressant. Puis il y a Giuseppe Bertolucci, le frère de Bernardo, qui est un type qui se pose beaucoup le problème de langage et qui vient de faire un film qui s'appelle Amore in corso, montré à Salso Maggiore d'ailleurs, que je trouve être son meilleur film, justement parce que c'est le film où il se pose moins les problèmes de langage. Son limite, c'était justement un trop d'esthétique. C'était l'héritage du frère. Il y a Salvatore Piscicelli, qui a des hauts et des bas, et qui est un type qui se pose par exemple les problèmes de production, que souvent les autres ne se posent pas. Il est producteur de ces films, il connaît très bien le mode de production de ces films, et qui est plutôt un cinéaste à la Fassbinder, comme type de style, pour dire. Il se pose des problèmes, il veut parler des problèmes, il veut parler des choses qui se passent, mais en même temps, il a des problèmes de style, et donc là, c'est peut-être sa contradiction à lui. Il y a Fiorella Infascelli, dont le film La Maschera vient de sortir en France, et qui elle aussi fait un cinéma dans la tradition. Mais disons, tous ces gens-là, c'est des gens qui savent filmer, sans doute. Quelqu'un plus conformiste, quelqu'un un peu moins. Il y a d'autres cinéastes traditionnels
qui savent faire du cinéma, qui eux, n'ont pas eu de succès. Et donc, personne ne les connaît, dont je pense au moins à 2 noms. Un, c'est Francesco Calogero, qui est un type sicilien qui a produit avec De Lire son premier film, qui vient de terminer son 2e film, et qui n'est jamais sorti dans les salles d'ailleurs, mais qui a eu l'intelligence de se faire connaître à travers tout un travail de ciné-club, de choses, de festivals, et qui a réussi finalement à être plus ou moins connu. Il y a un autre qui s'appelle Giuseppe Piccioni, qui a fait un film qui s'appelle Il Grande Black, que je trouve qui est un type qui sait faire du cinéma. Même si, je répète, c'est un cinéma traditionnel. Si on le voit, si on prend un point de vue un peu plus haut, on devrait dire tout ce type de cinéma ne nous intéresse pas parce qu'il n'a rien de nouveau à nous dire. Et en plus, tous ces films parlent vraiment... C'est la nouvelle vague 30 ans après. Ils sont ombilicaux. Ils parlent de petits problèmes de la vie quotidienne. Ils savent bien tourner, ils savent bien diriger les acteurs, plus ou moins. Mais c'est ce qu'il y a de mieux dans le cinéma italien en ce moment. Mais il y a aussi d'autres, de la périphérie, ceux qui explorent les frontières entre fiction et documentaire, par exemple. Alors là, c'est un type de chose qui n'a rien à voir avec ce que l'industrie demande en ce moment. L'industrie, en ce moment, demande des films bien faits. Alors là, ces gens sont émarginés forcément, même si je vois qu'eux sont les seuls qui ont une certaine idée du futur, de ce qui va se passer. La frontière entre la fiction et le documentaire est un problème très ancien que le cinéma s'est posé depuis ses débuts, que l'Italie s'est un peu moins posé que d'autres pays, mais en tout cas, c'est un problème que la télévision pose à chaque moment. Et donc, étant donné que la télévision, c'est le producteur de cinéma le plus important, je dis toujours à ces jeunes gens, écoutez, le futur est avec vous, même si vous ne le voyez pas, même si vos films sont rejetés par les gens qui dirigent la télévision en ce moment. C'est évident, parce qu'ils ne sont pas du vraisemblable, parce qu'ils ne sont pas des fictions logiques, parce qu'on ne sait même pas les définir, parce qu'ils ont un métrage, une longueur qui n'est pas la longueur standard, parce qu'il n'y a pas d'acteur, parce qu'il n'y a pas d'histoire. Alors, il y a des noms qui me viennent à l'esprit, qui se posent à cette frontière, et qui sont un type qui s'appelle Gianfranco Fioredonati, qui a fait un film qui n'est même pas sorti et que personne ne connaît, que j'ai vu par chance, il me disait « Ah, moi, je tiens absolument pas à faire voir mon film ». Ce qui est le paradoxe. Finalement, j'ai eu l'occasion de voir son film, et je me suis dit « Voilà un film qui se pose des problèmes, un film sur le cancer, un film qui en même temps se pose des problèmes de langage et des problèmes, disons, de contenu pour se servir d'un vieux, et qui ne développe pas ça de façon psychologique, mais d'une façon un peu plus moderne. Il y a une fille qui s'appelle Gabriella Rosaleva, qui a fait de la vidéo, de films, justement, je ne sais pas comment les définir, un peu moins bien maintenant, parce que peut-être elle n'a pas trouvé l'appui. Elle avait, au contraire, beaucoup d'envie de se faire connaître, et qui n'a pas vraiment trouvé son partenaire producteur, et qui donc maintenant fait des choses que je trouve un peu moins bien, mais qui a débuté assez bien, je trouve. Il y a un vieux type, s'il m'entend, qui s'appelle Gian Vittorio Baldi, c'est-à-dire un type qui a toujours été un peu à la périphérie du cinéma et qui continue à faire du cinéma. D'une façon soft. Il ne se fait pas beaucoup de propagande parce que peut-être il est rossellinien, il aime beaucoup plus la famille, la campagne où il vit plutôt que de faire. Mais qui a fait un film qui s'appelle Zen, qui ne veut pas rien à voir avec le Japon, mais c'est le nom d'un quartier de Palerme dont le nom est Zona Espansione Nord, Zone Expansion Nord, donc Zen. Et qui est un film, une fiction documentaire, une fiction qui s'appuie sur un travail de documentation très poussé. Il y a un type qui vit dans la campagne à Turin qui s'appelle Tonino De Bernardi, qui a fait du Super 8 pendant des années, qui faisait partie de l'underground historique italien, et qui maintenant commence à faire... Il est arrivé à comprendre que le Super 8, ce n'était pas effectivement le moyen le meilleur pour se faire connaître. Il a commencé avec la vidéo, il est arrivé au 16 mm, il a fait un film en 16 mm. Mais le type, quand il parle, il est tellement naïf qu'il pose des problèmes vrais.
ils se disent, moi, je ne peux pas parler à un producteur parce qu'on ne parle pas le même. Je ne sais pas comment lui parler. Ils me demandent comment je dois parler à un producteur. Et je comprends qu'il se pose un problème vrai, que ce producteur ne peut pas comprendre ce qu'il dit. Le fait qu'il soit tellement... Il y a une autre chose. Beaucoup des bons cinéastes en italien sont doux. Souvent, ils sont des femmes. Ils ne connaissent pas le langage agressif du cinéma italien. Alors, entrer dans le couloir de la RAI ou aller à l'Italnoleggio chercher l'argent, étant donné que c'est les deux, pour ne parler pas d'un producteur privé, on doit employer un langage masculin très fort, tandis qu'eux, ils sont trop doux pour pouvoir faire du cinéma dans l'industrie. Tonino De Bernardi, qui a, à mon avis, un grand talent, et qui a un talent naturel, qu'il peut filmer tout le temps, il suffit de lui donner peu de lire, mais il est pauvre en même temps. Donc les peu de lire, pour lui, c'est quelque chose qu'un producteur doit lui donner. Et il a un talent naturel incroyable pour un type de cinéma qui est, si vous voulez, un strobe doux. Un strobe un peu humanisé, un peu morbide même. Et j'emploie le terme à la française. Il y a un type qui fait du cinéma underground qui s'appelle Giuseppe Gaudino, un autre qui fait du documentaire expérimental qui s'appelle Yervant Giannikian. Et en fait, c'est dans ces frontières-là que je vois un peu le futur du cinéma italien. Mais en même temps, c'est des frontières qui se... Vous voyez, dans un pays où tout le monde pense ou bien qui va prendre la relève du cinéma traditionnel, d'une part. D'autre part, pour ce qui est du futur, de la technologie, et on pense à inviter Douglas Trumbull et les Japonais, et donc à se demander comment on peut faire des films qui vont coûter de plus en plus. C'est évident que ce type de gens n'ont aucun futur, dans un sens. Donc... Eh bien, on me fait signe que l'émission est quasiment finie. C'est une grande première à Microfilm. Quelqu'un a parlé 40 minutes sans s'arrêter. Donc, ouais, je n'ai pas parlé. Donc, les gens qui pensent que je parle trop et qui n'ont pas tort seront contents. Il me semble néanmoins que c'est un portrait implacable et compréhensible du cinéma. Enfin, moi, ce que je comprends, et ça m'avait d'ailleurs un petit peu frappé il y a 1 an ou 2 à Taormine, dans un petit festival. J'avais vu comme ça des films de jeunes cinéastes italiens qui étaient claironnés très, très violemment. Renouveau. Les films étaient très, très faibles, mais... Ce qui m'avait frappé, c'est ce que tu viens de me confirmer. C'était l'extrême gentillesse des auteurs, leur côté complètement désarmé par rapport au fait que, par exemple, le public pourrait ne pas les aimer. Et je me suis dit à ce moment-là, mais tu me l'as confirmé, le cinéma italien a tellement été central, dans tous les sens du terme, il s'est fait vraiment au milieu de la société italienne, au milieu du monde, que voilà des gens qui tout d'un coup ne vont pas savoir se comporter en francs-tireurs, alors que les Français, inversement, ont toujours eu une masse de francs-tireurs bien organisés, râleurs, anarchistes, petits patrons, qui leur a permis de continuer longtemps. C'est vrai que le profil italien est complètement différent et qu'entre cette galerie donc de noms, hélas inconnus en France, ce serait quand même bien un jour que tu nous les montres, ces films, parce qu'on te fait confiance, et qui sont des gens qui vont travailler dans le microscopique et les aventures italo-japonaises, américaines. Quelque chose donc est là, en souffrance, un champ calme et désolant qu'on a complètement parcouru avec Adriano Apra. L'émission est terminée. Merci Adriano, c'était Microfilm.